est 20 h partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le décryptage de ce dimanche avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du pays, ceux qui nous suivent depuis le monde, l'Afrique et le monde, à travers les satellites, et ceux qui nous suivent depuis les réseaux, les plateformes numériques. Voilà. Absolument. Nos internautes, nous sommes à 32 000 sur YouTube à présent. Alors, Agapit Napoléon Maforican, nous allons démarrer, bien évidemment, par notre traditionnel tour des plateaux de cette matinée. Dimanche, c'est politique. L'entretien, l'hebdo des éditorialistes et puis le duel. Dans l'entretien, nous recevions Maître Jacques Migan. On a parlé de l'actualité de la semaine et également de cette affaire, de cet avis du groupe de travail de l'ONU. Avis général, Agapit Napoléon Maforican. Je dois dire que nous avons eu droit à un dimanche d'instruction en ce qui concerne le travail du groupe des experts onusiens sur la question des droits de l'homme. Le groupe qui conclut à une détention arbitraire donc de la dame Rekia Madougou et demande la libération immédiate, si je ne me trompe. Oui. Alors, je pense que Maître Migan a fait de la pédagogie et si il y avait des sources de ce groupe au Bénin, je pense que c'est un vrai camouflet pour ces sources-là qui ont besoin de se ressourcer, si je peux le dire, auprès donc, du juriste Jacques Migan, et peut-être de se ressourcer également dans les tests et dans les critères qui rendent une détention arbitraire et qui font un procès équitable. Donc, vous comprenez que, au regard de la pédagogie de Mme Migan, c'est plutôt au groupe de travail ou à ces sources au Bénin de rebondir et de nous dire ce sur quoi le groupe s'est appuyé pour sortir ces recommandations. Aujourd'hui, Maître Jacques Migan semblait dire que ces sources ne sont pas totalement crédibles. Non, ce n'est pas totalement crédible. Bon, ça va mettre à prix beaucoup de pain, de gants. Non, c'est des sources intéressées et des sources manipulées. En réalité, c'est... Pour quel intérêt? Pour l'intérêt, j'ai de montrer simplement que Rekia Madougou est une détenue politique. Tout comme ils ont fait le deal, ils le disent depuis des mois, pour ne pas dire depuis le début. C'est des gens qui montrent qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin. C'est des gens qui s'abordent, qui travaillent à s'aborder l'image du pays. De leur propre nation? Ils n'ont pas de... Est-ce qu'ils n'ont que des intérêts? Et donc, c'est eux qui peuvent dire qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin. Et que, bon, voilà, le Bénin est invivable. Et qu'on ne peut pas circuler librement au Bénin. Et qu'on ne peut pas parler librement au Bénin. Et qu'on a besoin d'être... Bon, c'est ceux-là qui disent qu'il y a des détenus politiques au Bénin. Et qu'il y a des exilés politiques. Et c'est ceux-là qui parlent d'élections arbitraires, de parlement monocolore. C'est ceux-là qui perdent. Donc, c'est eux, c'est les mêmes. C'est les mêmes qu'on a vu agir ici ou là. Mais qui, je pense, trouvent aussi dans l'occasion, dans le travail de ce groupe, l'occasion pour eux donc de se mettre en valeur. Mais heureusement qu'il y a des gens comme Maître Migan qui connaissent un peu les critères et qui aujourd'hui les a énumérés. J'espère bien que le groupe où ces fameux sources au Bénin ont pu entendre et j'espère qu'ils feront l'effort donc de donner un peu de dignité à leur travail et surtout de crédibilité à leur structure. L'avis a été émis, on attend la réponse du gouvernement, Agapit Napoléon Maforican. Est-ce que le gouvernement peut ne pas réagir favorablement à un groupe qui l'a, je vais dire, aidé à mettre en place, vu qu'il appartient au Conseil de l'ONU? Il va faire comme M. Migan, le gouvernement a plusieurs manières d'agir. On parle d'un État. J'avais à dire sur d'autres plateaux qu'un groupe de travail ne peut pas se substituer à une cour, quelle qu'elle soit. Un groupe de travail ne peut pas se substituer à un État souverain. Mais si on l'a mis en place, c'est qu'il doit faire un travail. Même si on l'a mis en place, ce n'est pas un État. Personne ne l'a élu. Est-ce qu'on a dit qu'on l'a mis en place sans lui donner les coups de franche au travail, Agapit Napoléon Maforican? Vous savez, les coups de franche permettent à certaines personnes dont la faillibilité n'est pas peut-être totalement impossible de se laisser un peu aller. Mais vous voyez, un groupe de travail reste un groupe de travail. D'habitude, c'est un groupe d'experts, c'est un groupe de propositions, c'est un groupe d'analyse, mais c'est jamais un groupe de décision.
Un groupe de travail ne prend jamais de décision. Donc, quand on dit qu'on a une détention, à une libération immédiate, on appelle ça des injonctions. Avec dédommagement. Ça, c'est des injonctions. Ce n'est pas une cour. Comme l'a dit Maître Biga, les avocats de Madougou avaient l'occasion de se pouvoir Faire appel. De faire appel, et ils ne l'ont pas fait. Alors, lorsqu'une décision acquiert l'autorité de la chose jugée, normalement, le groupe de travail devrait, s'abstenir. Le groupe de travail devrait savoir, dans les conditions actuelles, ce qu'elle devrait faire. Ne pas le savoir, quand même, je pense que ça dénote d'une certaine... S'il manque de le savoir, peut-être que c'est votre temps d'analyse de la chose. Est-ce que, quand Maître Biga voulait énumérer les critères aujourd'hui, est-ce que ces critères-là souffrent de quelques ambiguïtés? La question tout de suite, c'est non. Alors, si c'est non, ce groupe-là, je n'ose pas croire, je ne connais pas ses membres, parce que j'évite pour ne pas peut-être influencer dans mon analyse. Mais je n'ose pas croire qu'ils ignorent ces choses-là. Je n'ose pas croire qu'ils soient totalement étrangers à la chose de droit. Je n'ose pas croire, mais ce que je crois et que je soupçonne, c'est toute cette propension à venir nous faire la morale, à penser que nous n'avons pas de justice chez nous, que nous n'avons pas d'institutions crédibles, que c'est des individus ailleurs que personne n'a élus qui peuvent acquérir des droits de nous faire des injonctions. Je pense que c'est cela. C'est quand même l'ONU, hein, Agapit Napoléon. Non, ce n'est pas l'ONU qui a parlé. Non. Et puis l'ONU, bon, l'ONU parle. Si la parole de l'ONU devrait être entendue, il y a beaucoup de questions mondiales qui auraient été réglées. Vous savez, Oussama Ben Laden, de triste mémoire par ailleurs, a été localisé, disons assassiné. C'est de l'assassinat qu'il s'agit, puisqu'il y a les éléments constitutifs de l'assassinat, c'est entre autres le guet-apens, et on a dû lui faire le guet-apens pour l'avoir, et incinéré, et sa dépouille éparpillée dans la haute mer. Moi, je comprends les conditions, je comprends les raisons pour lesquelles ça a été fait. Peut-être que ça a été expliqué. Et je comprends. Mais au même moment, ça répond à quel droit? Voilà la question. Dans l'absolu, j'ai l'impression. Et qui est sorti? Je ne sais pas dans quel groupe de travail là, fait un commentaire sur la question. Dans certains pays, on vous refuse le visa parce que on a l'impression que vous n'êtes pas crédible, que vous avez déjà un dossier. Mais qui a eu le temps de défendre votre cause? Mais parfois, lors des plans Vigipirate ou bien on impose un certain nombre de contraintes. Et lorsque le coronavirus a voulu s'être importé, s'être amené, s'être transporté dans notre vie, on a fait le confinement sans demander l'aval des institutions crédibles. Alors, finalement, qui a de la morale à faire qui? Le procès, comme l'a dit Maître Biga, a été équitable. Damri Madougou ne peut pas se prévaloir d'une des conditions, être dans les conditions fixées pour qu'on parle de détention arbitraire. Il l'a dit. Mais moi, j'aurais bien aimé. Parce que lorsqu'il dit que la juge n'est pas crédible, le juge est nommé par-ci. Mais quel juge n'est pas nommé par-ci? En France, nous, le Bénin a copié le système le modèle français. Donc, si ce qui vaut au Bénin ne vaut pas en France, alors donc ça veut dire qu'il y a une ségrégation. Il y a un traitement discriminatoire du pays. Et on peut dire honte à ceux qui contribuent à ça. Parce que c'est inadmissible. Après, le groupe de travail, lui, comme l'a dit Maître, est dans son rôle. Mais puisque lui l'a fait, mais le conseil n'est pas le payeur. Le groupe a dit. Bon, il a fini de dire. Aujourd'hui, Maître Jacques Mégan disait que l'État ne devrait pas porter flanc à cet avis. En tout cas, ça, c'est son avis à lui. Votre avis à vous, l'État devrait y répondre pour qu'on sorte de ce débat de Madougou. Vous savez, moi, j'ai toujours peine depuis 2 ans à évoquer cette question. Je dis toujours que si les parents de Rekia qui m'écoutent vont dire, mais vous avez quel problème avec leur fille? Voilà. Tout comme à Evo. Mais Rekia n'est pas seul, par exemple. Il était quand même il y avait eu le cas de procès à Evo, Joël. Bien sûr. Bon, on n'a pas entendu parler de lui. Peut-être que c'est en cours. Mais le procès à Evo et Rekia ne sont pas les seuls détenus au Bénin. Il y a des DG, il y a des cadres, il y a des hauts cadres. On n'entend pas parler d'eux. C'est des hommes politiques. Il y a le citoyen lambda qui est peut-être détenu depuis des mois ou des années et qui n'avait pas allé voir le procureur, qu'on n'a pas conduit encore voir le procureur. Peut-être.
qui se retrouvent peut-être même dans les conditions de détention arbitraire. Qui parle d'eux? Je pense que le monde même est discriminatoire. Et ces organisations qu'on met en place, elles sont discriminatoires. Et c'est ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est ça. Et il faut que ces groupes-là travaillent vraiment à l'équitabilité. À travailler à ce que tout le monde se retrouve dans ce qu'ils font. Moi, je suis pas du secteur. Des situations peuvent amener l'État parfois à violer ces textes. C'est normal qu'il y ait des organisations pour les ramener à l'ordre, pour faire de l'alerte. Mais au même moment, il ne faut pas avilir nos États. Parce qu'en avilissant nos États, on nous avilit. On nous pense que nous ne sommes pas capables d'eux. Donc, pour ça, remet en cause notre souveraineté. Donc, on demeure encore ces 5 jours, ces macaques qui ne peut pas décider et qui ne pensent pas les talons pas les talons de pied, enfin, pas de leurs pieds. Donc, on passe en bas parce qu'on ne sait pas que notre cerveau soit en haut, mais sous les pieds. Non, mais il faut quand même que des gens se rendent à l'évidence qu'il n'y a rien de pire que de faire sous nos cieux et que de se faire ailleurs. Et que nous respectons dans les critères énumérés par les instances, dans les critères standards des conventions. Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au procès à Yvon, au procès à Madougou. Après, qu'on ait envie de les voir dehors, mais qui ne serait pas heureux de les voir. Ils vont peut-être bouder ceux qui ont commenté un peu leur détention, ceux qui ont trouvé que les gens avaient raison. Mais écoutez, lorsque Rekia Madougou, je le dis toujours, adoube le système d'à côté, et vient pour dire que le Bénin est la pire des dictatures, alors qu'elle n'avait jamais été aux prises avec le pouvoir béninois, jamais dit qu'elle est politique, jamais dit qu'elle est militante d'un parti, jamais montré qu'elle est lâche de gros, mais qu'on a la pire des dictatures. Elle a droit d'opiner. Elle a son droit d'opiner. Elle a droit d'opiner. C'est vrai. Mais le gouvernement aurait pu avoir des réactions épidémiques. Ailleurs, elle ne peut pas déjà rentrer chez elle. Enfin, suivez mon regard. Et donc, pourtant, elle a dit, elle est rentrée, elle a dormi chez elle. Et puis, elle a continué. Ces choses-là, il faut le dire. Je pense qu'on ne peut pas continuer à faire de la ségrégation au nom d'une certaine démocratie. Ça, ce n'est pas une démocratie. Ça, c'est de la ségrégation, tout simplement. On pense que certains n'ont pas droit à une surprotection. Et on pense que d'autres ont droit au non-droit. Eux, ils ont le droit de tout dire. Ils n'ont pas le droit d'en répondre devant... Bon, eux, ils sont en vue. Ils n'ont pas le droit de répondre devant les juridictions. Donc, on n'a qu'à leur octroyer, par la Constitution, par les lois, l'autorisation de n'avoir pas de limites. Non, nous sommes tous égaux devant la loi. Et d'agir avec tous les excès possibles. Oui, mais quand même, dans aucune démocratie, quand je fais, la notion de responsabilité va avec le principe démocratique. Donc, vous ne pouvez pas dissocier les deux et penser que nous sommes dans le cadre de la démocratie. Voilà, donc on va attendre la réaction de l'État de toutes les façons. Le gouvernement béninois a 6 mois pour répondre ou non à cet avis. Agapit Napoléon Bafouika, nous allons aborder à présent Vous savez, moi je veux le dire sur cette question. Mon souhait serait toujours de les voir dehors. Comme je le dis toujours, des intellectuels de très haut niveau, ne peuvent pas ne pas leur place en prison. Et comme je l'ai dit, on ne doit plus aménager des espaces pour eux. On doit aménager des travaux d'intérêt général. Et notre droit peut évoluer de cette manière, moi je serais vraiment ravi. Mais là, vous remettez en cause votre propre égalité, puisqu'il y a d'autres également qui sont en prison. Non, je n'ai pas dit, non, il ne s'agit pas de Rekia. On ne va pas dire, bon, comme c'est Rekia, non. Mais on calcule, on voit, si vous êtes un illettré, par exemple, et on vous condamne, vous ne pouvez pas aller parler de la démocratie à des jeunes. Alors que vous n'avez pas de quoi parler dans notre constitution. Je dis illettré, je n'ai pas dit, vous ne parlez pas français. Voilà. Donc, il faut aménager les peines et de faire en sorte que la prison soit le dernier recours des criminels de sang et des gros criminels économiques. En dehors de ça, tous les autres peuvent trouver une manière pour se réhabiliter au point de la société. Au lieu qu'on remplisse les prisons, qu'on dépense encore sur les détenus, et que les gens soient là à tourner en rond, ça ne fabrique pas nécessairement l'homme repenti. Donc pour moi, je suis partisan de cette réforme-là. Il y a quand même le préjudice sur les parents, peut-être des victimes. C'est vrai, aménager, je suis d'accord avec vous, mais que faisons-nous du préjudice pour les parents, des victimes? Mais on a aménagé, ça veut pas dire qu'ils sont libres. Mais si vous devez... Pensez des travaux d'intérêt général. Oui, mais le travail d'intérêt général est beaucoup. Il suffit de les définir.
Il suffit de les définir. Si on dit que le professeur Ivo, par exemple, je prends son cas qui m'excuse, mais si on avec son grand niveau, qui doit réfléchir pour nous sortir un modèle africain de constitution, qui ne soit pas sujet à débat tout le temps, et que ce faisant, ça peut être réduit de 25% par exemple. Et après, il va faire ci, il va faire ça. Mais on le contraint, on le met dans les conditions, mais on le contraint à ça. C'est un travail intellectuel. Et plus il fait plus de bonne foi, plus l'État regardera dans quelle mesure l'accompagner. Et il doit signer un engagement de ne plus recommencer. Ça ne veut pas dire qu'il signe un engagement de ne pas être libre. Si, il peut dire ses opinions, mais il ne peut pas se permettre, par exemple, ce qu'on lui a reproché. Parce que bon, moi, je n'ai pas eu accès au dossier, c'est le juge qui a... Mais si le juge a condamné, c'est qu'il a estimé que les faits allégués sont constitués. Et donc, pour moi, c'est de travailler à ce que la peine à l'encontre de certaines catégories, notamment ceux qui peuvent agir, que ces peines soient des peines symboliquement montées et pour permettre le développement du pays. Quand on voit l'espace vert, comment le pays mérite d'être défriché, il y a des prisonniers qui ont des bras valides, qu'on doit installer à des endroits du pays pour nous faire Là, c'est une refonte totale. Hein, que... Vous savez, ça c'est ma pensée à moi, c'est ma vision. J'estime que les prisons sont inutiles, fabriquent de la délinquance, fabriquent des délinquants. Les prisons nous coûtent très cher dans l'entretien et les prisons font mal à l'individu. L'homme qui est emprisonné, je pense qu'il n'a pas tué quelqu'un, ce n'est pas de crime de sang, qu'il n'a pas braqué des banques et des édifices publics, qu'il n'a pas brûlé. Il y a des faits qu'on doit qualifier. Mais après ça, je pense que la grande masse, pour est blessé et entraîner la mort, pour est blessé volontaire, homicide volontaire, des histoires comme ça, on peut trouver des mécanismes. Et donc, vous voyez, on peut travailler à ces choses, mais qu'on ne travaille pas à affaiblir nos institutions. Parce que la justice ne fait pas la loi. La justice applique la loi. Donc, pourquoi on s'en prend à la justice de notre pays? Pourquoi on s'en prend aux institutions? Moi, je ne me retrouve pas dans ça parce que c'est pas... Nous tous, on veut avoir des parents libres. Nous-mêmes, on veut être libres. Parce qui veut aller en prison? Et qui veut avoir des parents prisonniers? Mais au même moment, nous profitons de certaines facilités. La question est de savoir jusqu'où on peut s'arrêter. Depuis 2016, ça s'est réduit. D'accord. Et après, comment gérer le flux précédent? Et comment faire en sorte que ça s'arrête? Lorsqu'on sait que malgré tout, les gens continuent parfois certaines sortes de prévarication par ailleurs. Donc, il y a assez de choses à dire que, oui, on se plaint pour le Benoît Lambda, mais en réalité, il est pire peut-être que l'illettré qui est en prison depuis des mois et des années pour blessures ayant entraîné la mort. Vous avez parlé tout à l'heure de la pression sur les institutions. Est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à accepter l'imputabilité, c'est-à-dire la charge qui leur est imputée à Agapit Nampelo Maforik? Qui? Je parle de ceux qui peut-être ont recours à ces instances onusiennes. Non, mais attendez, c'est pas à eux de reconnaître. Lorsque vous êtes devant le juge d'instruction, bien vous êtes devant le juge au tribunal, le président, mais on vous donne d'abord le fait, on dit que vous les reconnaissez. C'est vous dites oui, mais, on va dire mais quoi? Mais si vous dites oui... Le mais explique. Non, expliquez le mais. Pour que le jury qu'il est, regarde un peu dans l'arsenal judiciaire, la jurisprudence, la doctrine, la coutume, recherche des choses pour lui donner raison. Et s'il ne peut pas, le ministère public qui est à côté réfléchit également ainsi. Donc, il ne s'agit pas pour une seule personne de qualifier les choses. C'est un groupe, une équipe qui est là. Et lorsqu'ils concluent tous à la délinquance, ce qu'on a dit, mais ils foncent. Mais s'ils ne concluent pas tous, parfois le juge suit le procureur, parfois le juge fonce, parce que dans son intime conviction, il a l'impression que les faits allégués sont constitués. Voilà qui est dit Agapit Nampelo Maforik. Abordons à présent l'actualité de la semaine, cette décision de la Cour constitutionnelle qui relance le Parti Les Démocrates dans la course aux législatives. Vous l'avez dit, priorité aux voies légales, c'est ce que vous avez dit dans cette semaine, mais quand même une décision inédite. Inédite, non. Non, peut-être. C'est vrai que sous l'air talon, et depuis que nous ferons les élections, donc 2019, 2020, 2021, je ne pense pas qu'il y ait une décision qui ait fait tant l'unanimité. Qui fait tant l'unanimité du fait que
partout on sent une sorte de soulagement. Comme si il y avait C'était une crispation une ou bien sorte on de en crispation voulait. intérieure. Moi-même, j'avoue que n'ayant pas lu Le contenu. le contenu de la saisine, je m'étais dit, je ne vois pas comment la Cour peut donner raison à ce parti. Puisque la question des impôts, Oui. la question fiscale est individuelle. Et donc, il y a un recours contre le DG impôt, ça ne devrait pas prospérer si c'était ceux qui avaient ce qu'on n'a pas pu inclure. Mais le parti était intelligent. Le parti était intelligent en déposant une autre liste. Parce que là, le parti va à une autre étape du processus en disant oui, je veux aller aux élections. Je suis d'accord que les autres n'ont pas pu avoir. On s'est peut-être trompé en ne pas en pensant que. Mais la présomption qu'ils auraient leur quitus, la Cour avait la latitude. Les deux décisions étaient possibles. Alors j'ai lu par-ci ou par-là, la Cour a dit du droit. Oui. Mais dans l'autre cas aussi, la Cour aurait dit du droit. Même si la Cour avait rejeté leur recours, la Cour aurait dit du droit. Vous savez, les pénaltys, lors des matchs de football, ça tient cas de petit détail. Et lorsqu'il y a un pénalty, le juge a dû appliquer les lois, les règles du jeu. S'il n'a pas suivi le pénalty, c'est que dans son estime conviction, il n'y a pas pénalty. Même si on utilise l'appareil qui montre la personne qu'il y a pénalty, qui lui dit qu'il n'y a pas pénalty, c'est qu'il n'y a pas pénalty. Parce que les juges existent pour décider à un moment donné en dernier ressort. Donc, la décision du juge en dernier ressort est une décision qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est une décision qui s'applique. Alors, le soulagement général observé, en tout cas, par rapport à ce qu'on a pu. Oui, puis si on a fait parce des votes populaires. Moi-même qui ne croyais pas, j'avoue que lorsque la décision a été prise, j'avoue que j'étais d'accord. C'est pas soulagement, mais c'est une sorte de contentement personnel, une sorte de satisfaction. Parce que j'ai envie de les voir. Vous voyez, tout le monde se focalise là-dedans. Le parti, les démocrates, le plus grand parti d'opposition, le parti, les démocrates. Mais est-ce que c'est justement pas ça qui explique ce soulagement, Agapit Napoléon Mafourika? En tout cas, me concernant, moi j'ai envie que tout le monde aille aux élections. Je l'ai exprimé dans. Il faut que ceux qui veulent aller aux élections aillent aux élections. La question, c'est qu'on ne peut pas donner une sorte de validation d'office à des comportements qui ne sont pas de nature à consolider l'état de droit. Dans le cas d'espèce, le Parti des démocrates a eu une position qu'on peut dire qui montre qu'il a envie d'aller. Contrairement à il y a 2019, je suis obligé de comparer. Parce que si on en arrive là, aujourd'hui, c'est que tout le monde regarde ce qu'ils appellent les élections de 2019. Oui, 2019, c'était quel contexte? C'était le contexte où les réformes politiques venaient d'être votées, adoptées. Quand on dit réforme, on dit une nouvelle manière de faire. Et une nouvelle manière de faire peut heurter des intérêts particuliers. Et donc, les FCB, qui était le parti de l'opposition était le seul, ont estimé que le fait qu'on leur demande le certificat de conformité, c'est une nouvelle pièce, c'est pour les écarter. Mais le parti de Talon, le chef de l'État, avait fait des rencontres au palais. Et il y a eu cette réunion où les partis devraient se retrouver au Parlement pour échanger et trouver un modus vivendi. Oui, un consensus. Et le chef d'État a dit, bien que ça doit aller à la révision de la Constitution, il est prêt, pourvu que la loi soit respectée. Que ça se fasse de manière consensuelle. C'est le chef de file des démocrates d'aujourd'hui, IRCBE, qui dit, mais il faut, à un moment donné, c'est eux qui ont renié la signature. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une réunion, un débat autour duquel les deux qui ont renié la signature nous disent, bon, voilà, objectivement les raisons pour lesquelles nous on a renié notre signature. Donc, personne n'a été interdit, rejeté en 2019. Il a fallu que les institutions se retrouvent autour du chef de l'État. Le délai de fin du mandat de la 7e législature approchant, il était question de prendre une décision, ce qui a été fait. Donc, si l'analyse ne remonte pas à ces choses, on ne va dire oui. Aujourd'hui, la loi n'a pas changé. Il y a eu le dialogue politique. De 2019. Le dialogue politique, les gens disent non, il ne veut pas y aller.
l'État a donné des conditions pour qu'ils aillent. Le chef d'État a ouvert, a demandé au ministre de l'Intérieur de l'époque de trouver des facilitations pour que les partis politiques qui ne sont pas pu se mettre à jour, puissent aller. Certains radicaux de FCBE ont refusé. Et il a fallu que d'autres puissent essayer de rentrer dans le dispositif. Et ils ont participé au dialogue politique. Et c'est le dialogue politique national qui a conduit à cette loi qui est à la manifestation de la situation d'aujourd'hui. Parce que c'est le consensus sorti de ce dialogue qui a permis aux députés de la 8e législature de voter les aménagements au code électoral et de permettre désormais que la liste déposée soit complétée, notamment par certaines pièces. La seule chose qui n'a pas été permise, c'est qu'on puisse changer de nom et changer de position, sauf en cas de décès ou de doublon. Voilà. Donc, la question là, c'est grâce au dialogue politique national que tout ça est arrivé. Et ce n'est pas les partis politiques de la majorité présidentielle et de FTBE que les gens ont rejeté. C'est eux qui ont pu en arriver à ce dénouement. Donc, la situation que nous vivons aujourd'hui, on la doit à partir de Talon et au FCBE, disons de Yarou, Rompé, Bédi, un certain nombre de personnalités qui ont voulu, à l'époque, expérimenter et qui ont pris de récépissé et que certains ont traité de tous les noms ici. C'est grâce à cette situation aujourd'hui que nous en sommes au dénouement. Et c'est pour ça que on ne doit pas avoir la mémoire courte. L'amnésie ne peut pas prévaloir lorsque vous analysez ces choses-là. Aujourd'hui, beaucoup tardent les démocrates du parti, du plus grand parti. De l'opposition. Mais c'est le moment peut-être pour eux de prouver cela. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je me réjouis de les voir aux élections. Moi, je veux les voir aux élections. Je suis un analyste. J'analyse le phénomène politique depuis des années. Et je voudrais voir comment et par quelle alchimie ça va fonctionner. Alchimie comment? On n'est pas en campagne électorale. Mais on verra bien qui va avoir quoi. Et qui est parti du peuple et qui n'est pas parti du peuple. Là, vous faites allusion aux 10%, à la balise des 10%. Je fais allusion au suffrage universel direct. Oui, mais il y a des critères pour pouvoir prétendre au siège tout au moins. Je fais allusion au suffrage universel direct. Tout le monde va être mis sur les mêmes conditions. Il y a une discrimination que la Cour constitutionnelle a demandé qu'on fasse. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'ai vu la Cour du droit, dit oui, c'est vrai, mais c'est une discrimination. Mais une discrimination positive et une discrimination compréhensive. Quand vous lisez la décision, on dit qu'on a débouté le DG. Non, aucun DG n'a été débouté par cette décision. Aucun. Et c'est une décision historique. C'est une décision qui va faire tache d'huile. C'est une décision qu'on va devoir analyser dans les amphithéâtres. Oui. C'est une décision qu'on va analyser longtemps. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'écrits scientifiques sur cette décision. Parce que c'est une décision intéressante. Pour le manager des élections, pour l'administrateur électoral que je suis. C'est une décision pour l'intellectuel que je suis. C'est une décision pour l'analyse que je suis. C'est une décision historique. Parce que, ici, on appelle ça, le français lambda va dire, on a coupé la poire en deux. C'est-à-dire que... On n'a pas reconnu le tort de l'un ou on n'a pas voulu tirer trop dedans. Mais de manière objective, il y a des éléments qui fondent la bonne foi des uns comme des autres. Lorsqu'on prend le parti, les démocrates, aller aux élections, comme je l'ai toujours dit, le critique fiscal n'est pas une pièce de parti, c'est individuel. Mais la Cour a constaté simplement que ceux dont nous parlons ont fait leur requête et le délai de 15 jours que le code électoral a prévu, ce délai est passé. Que la décision des impôts n'a pas pu leur remettre leur récépissé. Mais si on aurait pu, la Cour aurait pu leur rejeter qu'ils auraient dû, à l'époque, la saisir la voie de recours. On a dit saisir la juridiction compétente. La juridiction compétente, Maître Robingan, n'a pas voulu aller
Estimant qu'il n'est pas le conseil des plus loin. intéressés, oui. Mais la juridiction compétente, dans le cas d'espèce, normalement, c'est d'abord la Cour constitutionnelle. C'est un contentieux. Si vous n'allez pas par voie contentieuse et vous allez dans la par voie contentieuse du point de vue électoral, et vous allez dans le contentieux fiscal, là, la Direction générale des impôts a son système contentieux. Il y a le Code général des impôts, Oui, oui. qui est une loi, Une loi, bien sûr. au même niveau que le Code électoral. Donc, c'est des lois de même niveau, de même valeur. Mais le Code électoral étant une loi d'exception, une loi spéciale, pour une période spéciale, pendant la période électorale, le Code électoral prend le pas. Seulement, il y a une juridiction qui connaît du contentieux électoral. C'est la Cour constitutionnelle en matière d'exercice législative. Donc, le législateur n'est pas allé trop loin et il faudrait bien que le législateur clarifie. Bon, il a mis sur le coup d'autorité de choses jugées pour Non, la non, recevabilité. non, le nouveau Parlement peut le faire. Le nouveau Parlement Relire alors la loi, c'est bien ce que vous sûr, êtes en bien train de sûr, oui, oui, le nouveau Parlement peut le faire pour pouvoir, disons, faciliter la vie de nos partis politiques. Il ne pourrait pas toujours le savoir au moment où on fait la loi. Mais on vient d'avoir une situation où on peut... Comme le nouveau Parlement peut dire, bon, enfin, comme on peut dire non, on laisse comme ça, et en jugeant au cas par cas, disons, et là, on laisse la voie contentieuse. Donc, les requérants auraient pu évoquer les délais de 15 jours et dire que leur droit n'a pas été respecté et qu'ils n'ont pas été mis dans les conditions d'égalité avec les autres candidats. Et en évoquant la question d'égalité, ils évoquent un principe de validation des élections, d'une élection crédible, le principe d'égalité, et en la matière, la Cour constitutionnelle peut encore l'être. Donc, ils ont pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Ils ont déposé une liste, la Sénat refuse. La Sénat a fait des observations. Ils déposent une autre liste. Maintenant, qui ne contient pas. La loi n'a pas dit de le faire. Ce faisant, ils ont violé la loi. Justement, c'était ma prochaine question. Donc voilà, là où ce qui concerne le parti, les démocrates. Donc, ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Ils ont déposé une liste en toute violation de la loi, comme ils l'ont fait en 2021, en déposant une liste sans parrainage. En déposant une liste sans parrainage. Et après, quand on dirait qu'il y a Mandougou, on dit candidat recalé. Mais il n'a jamais de candidat, parce que pour être candidat, il faudrait être à jour des pièces. Normalement, si on veut être rigoureux, un dossier complet n'est pas un dossier. Donc, il ne faudrait pas remplir les conditions de candidature, alors qu'on dit que la candidature a été rejetée. Quand on dit que la candidature a été rejetée, c'est autre chose que vous avez un dossier incomplet. C'est différent, parce que le rejet d'une candidature, c'est comme si votre candidature est active. Il n'a pas de dire, ouais, regardez, il est mis à Gossa et le RLC. Mais il a tout fait. Mais il aurait pu forcer aussi, déposer un dossier non complet et dire ma candidature a été rejetée. Il ne l'a pas fait. C'est un comportement vertueux et politiquement appréciable. Donc, on doit pouvoir l'opposer à d'autres comportements. Et dans le cas d'espèce, le Parti des démocrates n'a pas fait ce qu'il devait faire. A bousculé la loi. La Cour a été saisie et a parlé. Le directeur général des impôts n'a pas respecté la loi. Oui, en clair, c'est ce que ça veut dire. Hein, bien. je le dis pas. Donc, ce que dit que le directeur des impôts a été débouté, non. Il n'a pas respecté la loi. Tout comme le Parti des démocrates n'a pas respecté la loi en déposant une autre liste à la Sénat. Est-ce que, tel que les choses ont été faites, justement, c'est pas qu'ils avaient peut-être une certaine assurance que la Cour allait leur donner raison? Ça veut dire qu'ils siègent à la Cour. Pour vous parler, est-ce qu'il y a un délit? Oui, puisque... Est-ce qu'il y a un délit d'huissier? Oui, ils ont déposé une liste, sachant très bien que la Sénat allait la refuser, mais ils se rabattent sur la Cour de façon légale, bien évidemment. La Cour leur donne raison. En 2011, ils ont fait la même chose. Ils ont déposé un dossier incomplet. Ils ont déposé... on a entendu, nous allons déposer notre dossier sans parrainage. En 2021. En 2021. En 2021, Yamadou a dit que nous étions la plus grosse dictature au monde. Elle a dit. Devant la Sénat. Alors qu'elle avait un dossier incomplet. Donc, le Parti des démocrates est déjà coutumier de ça. Déposer un dossier incomplet. Et donc, ils l'ont fait également. Mais là, maintenant, ils ont remplacé leur dossier en violation de la loi. Alors, donc, si violation de la loi, il y a eu la plus flagrante, c'est de côté des démocrates.
la plus osée, la plus téméraire, c'est du côté des démocrates. Parce que, quand même, il faut être audacieux. D'où votre doute. Oui, parce que D'où votre interrogation. peut-être que mais il ne m'appartient pas si je vais aller en conjecture. Je ne sais pas ce qui se passe les nuits. Entre qui et qui, mais je ne veux pas croire le parti ne siège pas à la Cour constitutionnelle pour savoir ce qui peut se décider à la Cour. peut-être que cela participe à la promesse de l'ouverture du jeu qu'on a entendu. Hein, mais c'est comme si vous pensez que la Cour est aux ordres. Et moi, je ne l'ai jamais pensé. Alors, on prend ce qu'on reproche au DG Impôt. La loi dit 15 jours après, il doit donner. Oui. Et il y a beaucoup qui n'ont pas reçu 15 jours après. Le DG s'est expliqué. Et humainement, tout le monde peut comprendre. Et logiquement, il y a ces gens de délais. Qui ne sont pas l'administration fiscale est une administration particulière. La matière est particulière. Les impôts sont particuliers. On n'aime pas payer les impôts. Nous n'aimons pas payer nos impôts. Et ça, ce n'est pas l'Africain. Regardez, Samuel Tour, Messi, Cristiano Ronaldo, Boris Becker, Amélie Mauresmo. Quand vous les prenez, tous les grands du monde, ils ont des problèmes avec le fisc. Parce qu'on camoufle toujours les choses au fisc. Oui. Donc, les impôts ont leur service de brigade. Ils ont leur service de contentieux. Alors, 2 semaines, pour des gens qui camouflent parfois leurs avoirs. Et qui s'y prennent aussi peut-être tardivement. Et plus de 4000 dossiers. Alors qu'en dehors de la politique, il y a d'autres contribuables qui demandent la bonne foi, je pense que la bonne foi du DG et de l'administration fiscale a été perçue. Et ça, tout analyste devrait pouvoir le ressortir. Parce que, et contrairement à ce on n'a pas débouté le DG Impôt. On a constaté, c'est vrai qu'il n'a pas respecté les délais. Alors, face à l'administration fiscale qui n'a pas respecté les délais, et face à un parti qui, constatant qu'il a le dos au mur, présente une autre liste avec d'autres noms, du point de vue valeur symbolique et, disons, de manière stricto sensu, oui. Que voulait le législateur en parlant de quitus fiscal? Que les candidats soient des gens qui soient à jour vis-à-vis du fisc. Respectable, honorable, puisque c'est le titre qu'il... Bien, donc vis-à-vis du fisc. La nouvelle liste, c'est le nom de ceux qui sont à jour vis-à-vis du fisc. Bien. Le délai, pourquoi le délai n'est pas respecté? Ce n'est pas la faute. A priori, les 15 jours que la loi a donné n'ont pas été respectés par l'administration des impôts. Je l'ai dit ici, il fallait aller voir de recours. Il fallait aller voir de recours. Donc, la Cour, en estimant sans doute que l'un et l'autre n'a pas respecté, et aller dans un pouvoir que la Constitution lui a octroyé, le pouvoir de régulation, du fonctionnement régulier des services publics et des pouvoirs publics. La Cour a pris ce droit et l'autorité a dit bien, vu ainsi que la Sénat, c'est une décision extraordinairement pédagogique. Elle est historique. Mais elle aurait pu dire que c'est irrecevable, je ne suis pas juge à la Cour. Mais bien sûr, je vous l'ai dit, ça dépend. J'ai dit, elle aurait pu dire que c'était irrecevable parce que le parti avait des défauts. Mais il me semble que le parti a demandé la prise en compte. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas lu toujours la saisine et je n'ai pas toujours la décision sur la main. Je n'ai pas eu. La Cour n'a pas dit que le DG Impôt a violé la loi vis-à-vis de parti des démocrates. Oui, elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas dire ça. Elle a juste dit de considérer la liste remembrée. Donc, la requête et la preuve, lorsqu'il y a une requête après des individus, des concernés, elle a opposé l'autorité. Elle est déjà même incompétente. Pour ce qui concerne les contestations fiscales. Exactement, pour les contestations fiscales. Voilà, là, c'est pas le domaine du contentieux électoral. En dehors de contestation fiscale, il y a une autorité de choses jugées, puisque la décision de la veille avait déjà réglé toutes les difficultés du parti. L'État pas à jour vis-à-vis de fiscs qui n'ont pas le droit d'aller aux élections. C'est pour ça qu'on a demandé de reconsidérer la nouvelle liste. Sinon, la Cour aurait pu dire que la première liste est faux. La Cour aurait pu dire que la première liste valait si la Cour avait débouté le DG Impôt et avait donné raison aux requérants SCBE et les démocrates. C'est dire que
quand vous faites cette première décision, comme je vous disais, elle est historique, et elle participe de la consolidation de nos institutions, du travail sérieux qui se fait au niveau de la Cour constitutionnelle, et de l'importance de juge des contentieux dans ce type d'élection, de la nécessité d'avoir foi à nos institutions, même si elles ont leurs faiblesses. Donc, elle ne devrait pas devenir aujourd'hui subitement célèbre moi, je ne la trouve pas. Dans l'opinion. Moi, je l'ai toujours. Je vous ai dit que j'ai toujours, vous voyez, à chaque fois, je reviens toujours sur ce qui a fait mal en 2019, ce qu'on appelle le certificat de conformité, en disant, c'est pas aujourd'hui que je suis revenu là-dessus, ça fait 3 fois que je reviens toujours pour dire, on a dit que c'était une pièce nouvelle. Pour moi, ce n'a jamais été une pièce nouvelle. Il y en a une mauvaise langue qui pense que, bon, parce que Job Brown n'est pas aujourd'hui à la Cour devient... La vue devient totalement indépendante. C'est d'avoir une petite vue. J'ai dit ailleurs, est-ce que les 6 aujourd'hui qui sont là sont si godillots que le président Job Brown peut leur imposer à lui seul sa vision? C'est la même Cour de Job Brown là qui avait instruit, fait une injonction au gouvernement. Bien sûr. Le cas que le maître Migan a rappelé aujourd'hui. Les décisions de la Cour constitutionnelle sur le procès de Job Brown sont des décisions de haute facture. Et ça, moi, je voulais saluer. Parce que quand il venait, nous qui avons fait le droit public, beaucoup pensaient qu'il n'en avait pas trop le talent. Même si, bon, n'étant pas constitutionnaliste. Moi, personnellement, je le connaissais. Et Madame Conception Wensou est passée par là. Madame Wensou a le même profil, le professeur Job Brown a le même profil que Madame Wensou, avocat, professeur agrégé, de droit privé, et ainsi de suite. Donc, le problème avec Job Brown, c'est que lui, il a d'autres qualités. Il a d'autres, il est plus jeune, plus, disons, emphatique, disons quelque chose, quelqu'un qui cherche de la finesse. De la finesse, non. Donc, du coup, un gros travailleur. Alors, est très exigeant par ailleurs. Donc, je pense, quand vous regardez les décisions du professeur Job Brown, président de la Cour constitutionnelle, aidé par les 6 autres membres, bien sûr, parce que celui qui impose c'était le vous avez du plaisir à lire les motifs et à déboucher sur la décision parce que c'est bien ordonné, c'est bien, disons, argumenté. Après, vous pourrez ne pas être d'accord parce que c'est une affaire de choix. À un moment donné, lorsque vous roulez vers Porto-Novo en quittant, je ne sais pas, Carrefour Étoile Rouge, vous allez à Porto-Novo, si votre chauffeur fait le choix d'aller passer par le vieux pont, le tout vieux pont, l'ancien pont, vous n'allez pas lui faire procès. Si vous ne lui avez pas indiqué que c'est cette voiture, que c'est la voie de Tokpa qui est impératif. Si vous ne lui avez pas dit que c'est le pont, le troisième pont. Voilà. Non, voilà. Donc, si vous n'avez pas dit que c'est le pont Adenauer, donc vous ne pouvez pas lui faire exigence. Donc, il y a, en quittant Étoile Rouge pour Porto-Novo, vous avez droit à 3 voies. Tant que vous n'avez pas pris la voie de Aïdjedo, en allant vers, je ne sais pas, les Togba ou bien comment ils vont appeler la Wansori, si vous n'allez pas vers là-bas, vous n'allez pas dire que le gars, il se trompe. On n'a pas encore fait une voie qui passe par Wansori pour aller sur Porto-Novo. Donc, les décisions d'une cour, quelle qu'elle soit, témoignent des choix et des exigences, des options de l'instant. En 2019, nous étions dans des conditions, il fallait implémenter les réformes. Et aujourd'hui, on peut dire que la réforme marche. Encore. Et moi, au lieu de vous parler, n'avez le cesse de le dire, au lieu de parler des démocrates, je trouve que cette décision, c'est une décision salutaire qui consolide les réformes politiques. Parce que aujourd'hui, tout le monde dit c'est bon, ils sont contents, c'est calme. Oui, ils ont retrouvé quand même le sourire. Hein. Tout le monde, moi-même, je retrouve le sourire. Parce qu'en 2019, nous souhaitions ces réformes. Nous avons soutenu ces réformes. En tant que citoyens, nous avons donné des arguments pour démontrer que ces réformes étaient salutaires et nécessaires. Et ce qu'ils ont fait, ombrage à ces réformes, aller jusqu'à des actes de violence. Ils se sont mis à jour sans que les textes n'ont pas changé, n'ont pas évolué. Ça veut dire parti des démocrates, si on fait le point aujourd'hui, que dira le parti des démocrates de tout ce temps passé? On a dit de haute lutte. Quelle haute lutte? Ils ont fait perdre leur propre temps à leurs militants. Ils se sont victimisés inutilement. Même, vous voyez, même les 3 qui se sont portés encore devant la Cour constitutionnelle, ils pensent que leur droit est encore, alors qu'ils ne sont pas vis-à-vis du fisc. Je pense qu'il faudrait que nous puissions développer
un certain nombre de postures patriotiques. Et moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui à soulever, c'est la victoire de la démocratie béninoise. La démocratie d'exigence et non la démocratie bonbon. La démocratie cadeau et papa Noël. Et l'autre, Est-ce que cette décision ne fait pas des enfants gâteux non, pas du tout. Non, ce que j'appelle la démocratie bonbon papa Noël, que l'autre a appelé, bon, je vais quand même le dire, Nescafé. Hein, heureusement. Donc, il faut bâtir à la démocratie Nescafé. Et là, aujourd'hui, tout le monde sait que désormais, pour aller aux élections, il faut payer les impôts. C'est beaucoup. Désormais, il faut le quitus fiscal. Désormais, il faut un seuil de représentativité. Désormais, on ne peut pas y aller en faisant des alliances. Désormais, vous voyez, il n'y a qu'en moins de 5 ans. Donc, ils valident finalement, en fait, si je suis votre logique, ils valident finalement ce qu'ils ont remis en cause. Est-ce ma logique oui, bon, vos analyses, selon vos analyses. Est-ce mes analyses ou l'évidence? L'évidence de vos analyses. Non, c'est quand même si évident. Chez nous, là, on dit à Djarou, moi, je ne sais pas si on dit à Djarou, mais bon, nous sommes tous dans un tas d'eau par ici, hein, du côté du pays. Oui, c'est un adage, on ne va pas vous en vouloir pour ça. Quand l'expression dit à Djarou, moi, je ne sais pas ce que les partis démocrates, là, ont pu gagner de 2019 à aujourd'hui. Ils ont juste fragmenté le cadre politique en quittant le FCBE. Pour se constituer. Ils pensent qu'ils ont le patrimoine Boni Yahi seul, ils ne peuvent pas. Si Paul Houba dit que Boni Yahi est leur leader, son leader charismatique, même si son président donnait Djemba Djemba, je pense que Djemba qui a chanté les louanges de Boni Yahi, a dansé pour Boni Yahi, je ne pense pas qu'il puisse dire aujourd'hui qu'ils sont contre Boni Yahi. C'est leur leader charismatique. Mais dans le BR, il y a des leaders charismatiques, il y a des gens qui ont vu Boni Yahi comme leader charismatique. Dans l'UP, il y en a qui ont chanté les louanges de Boni Yahi. Bon, la classe politique n'est pas si vieille que ça, donc ce sont les mêmes. Donc il y en a dans l'une de ces deux parties, BR, s'il dit d'aller à gauche, on ira à gauche, s'il dit d'aller à droite, on ira à droite. Et c'est ça même, c'est ça même la fidélité. Alors, donc, si tout ce monde a chanté Boni Yahi, ça veut dire que Boni Yahi a incarné à un moment donné une certaine fierté de la République. Absolument. Il était chef d'État, il tentait des choses, tout ne marchait peut-être pas. On n'avait pas encore fait l'expérience Patrice Talon. Donc, c'est logique. Nous avons été subjugués, mais le continent qui vous parle l'a été aussi. Donc, subitement, le Parti de la République ne peut pas dire « je suis propriétaire de Boni Yahi ». Ensuite, quand vous regardez dans le Parti de la République, il y en a qui étaient... écoutez, le Parti des démocrates, oh là là, le Parti des démocrates ne peut pas dire qu'il est le propriétaire exclusif de l'héritage Boni Yahi. Parce que quand vous regardez, Éric Ngoundete, qui est le président du parti, jusqu'à, je ne sais pas quand, jusqu'en janvier, février 2016, il n'était pas connu pour être proche de Boni Yahi. C'est en soutenant Lionel Zinsou qui s'est rangé de ce côté-là. Avant, c'était un monsieur, question orale au gouvernement, et qui n'était pas de... C'était un grand parlementaire, il faut le dire. Et il a défendu... Il a fait honneur au Parlement par ces questions, parfois percutantes au gouvernement. Et donc, c'est pour dire que le jeu est ouvert, en fait. Que le fonctionnement de certains autour de Boni Yahi a été négatif au processus. Les gens ont voulu jouer au chantage. Les gens ont voulu bloquer les réformes comme on a toujours l'habitude de le faire. Ils ont échoué. Il faut qu'on le dise, ils ont échoué. Et la décision de la Cour constitutionnelle aujourd'hui a montré qu'ils ont échoué. Mais est-ce qu'elle ne laisse pas une trop grosse jurisprudence à Agapit Napoléon? Pas du tout. Pas du tout, parce que la même Cour l'article 41 du Code, rappelez-vous, l'article 41 du Code interdit justement, vous l'avez dit, les changements. Mais au finish, quand même, les candidats ont été changés. Que faisons-nous de cette grosse jurisprudence? On risque d'y revenir à la longue, Agapit Napoléon Maforika. Lorsque vous allez chez le juge, il peut tout. Parce qu'il utilise la loi. S'il n'a pas à répondre dans la loi, il cherche dans la jurisprudence. Et s'il n'a pas à répondre dans la jurisprudence, il va dans la doctrine. Et si dans la doctrine, il n'a pas, il va dans la coutume. Le juge a une sphère large pour prendre ses décisions. Puis c'est le juge en dernier ressort. Le juge ne peut jamais dire je suis bloqué. Le juge apporte une réponse. Et je viens de vous montrer pédagogiquement comment le juge a pu se comporter. Je ne suis pas à la cour. Mais à partir du moment où vous constatez que des deux parties, des efforts ont été faits, mais n'ont pas abouti à la fin, à l'objectif. Écarter
les démocrates dans ces conditions, ce serait faire une justice quand même. C'est leur faire porter le chapeau du non-respect des 15 jours du délai. Vous voyez. Parce qu'ils ont corrigé. Ils ne demandent pas qu'on leur permette d'imposer les cadres. Moi, là où on ne serait pas d'accord, c'est là. Mais la Cour n'est pas allée dans ce sens. Non, non. La Cour a dit, on dit la nouvelle liste. Donc, c'est pour ça que je dis, au début, couper la poire en deux. Elle a donné le règlement à personne. À personne. Elle a juste... Mais quand même, une partie se retrouve victorieuse. Tout le monde se retrouve. Non. Bon, non. Les impôts vont avoir leurs sous. Si les démocrates sont heureux, si le parti des démocrates est heureux, tant mieux. Mais moi, ça me permet, moi, l'analyste dit, mais ils auraient dû être heureux plus tôt, depuis 2019, en allant au bout des signatures de Gaba Yaya et de Eric Gondete dans le comité paritaire, par exemple. Ils l'ont tenté. Le président Talon a tenté. Le président Mbouedji a tenté. Le président Mbouedji était le président de ce comité paritaire. Ils ont signé. Ils sont revenus pour dire donner quitus à tout le monde. Donner et récépissé à tout le monde. Donc, en 2021, les gens ont refusé d'aller au parrainage, de quérir les parrainages, même si Eric Amadougou l'a négocié depuis Lomé. Ils ont voulu détourner alors qu'on aurait pu aller directement demander, prendre le peuple à témoin. Il ne l'a pas fait. Encore que le parrainage individuel. Là également, l'individu, le citoyen, le détenteur du parrain, de droit, est libre de donner à qui il veut. C'est la loi qui l'a dit, et ce n'est pas le Bénin qui a inventé. Mais on a voulu montrer ça comme un élément de blocage. Donc, pour moi, aujourd'hui, ma joie n'est pas pour les républicains, pas pour le parti, ma joie n'est pas pour les partis, les démocrates. Aujourd'hui, ma joie, c'est pour le renforcement des réformes. C'est de montrer que ces réformes avaient été bien pensées. C'est de montrer que mes Kanel hier ont pris le banc aujourd'hui, qu'on avance. Ceux qui ont refusé hier, la totale, et auraient pu aller aux élections de 2019. Aujourd'hui, ils vont à cœur joie, avec les mêmes textes, dans les mêmes contenus. Et je pense que c'est à eux de se regarder dans le miroir et de dire, mais tout ça pour ça. Donc, voilà, moi, là où j'en suis. Donc, je salue, moi, l'esprit des réformes. Je salue la clairvoyance du président Talon. Je salue l'accompagnement de la classe politique. Toutes les autres confondues, qui ont pu faire cette réforme de 2018 pour qu'on ait les partis UP, BR et les mutations que ces partis ont données. Oui, enfin, ça dépend. Vous savez, aucune réforme ne va de soi. Et je pense que retournons aux échanges, retournons au discours du président Talon. Depuis lors, tout ce qu'il a dit, il a compris la situation. Mais il dit que c'est un type de réforme emporte toujours des graissements dedans, mais qu'à la fin, tout le monde va apprécier. Et aujourd'hui, tout le monde apprécie. Mais regardez, nous irons aux élections comme à une fête. Allez joyeusement aux élections. Surtout que c'est un période de fête. Allez joyeusement aux élections. Ouais, je le dis pour titiller un peu mon professeur Béanvi, qui, de nos années d'université, quand on allait en grève régulièrement, il nous a fait une chronique dans le côté de la nation, à aller joyeusement en grève pour stigmatiser que voilà des gens qui vont en grève en chantant, en dansant, alors qu'ils disent qu'ils ont faim. Et puis ce n'est pas une manière quand même Bon, bref. Donc, allez joyeusement aux élections, en temps de fête. Donc, on fera la fête aux élections. Je vais retrouver. Grâce aux réformes, malgré ces réformes qu'on a dit pour réforme partisan, réforme pour exclure des gens, réforme. Aujourd'hui, justement, fin de ce fameux mot, exclusion. Aujourd'hui, tout le monde doit saluer ces réformes parce que j'ai entendu ce fameux mot-là aujourd'hui que je n'aime pas. Ces réformes-là nous permettent d'aller à une élection inclusive. Je ne l'aime pas, une élection. Elle est ouverte à tous. Tous ceux qui sont à jour vis-à-vis des lois de la République. Il y a l'inclusivité, une porte ouverte à la paresse. On a également entendu aujourd'hui à Agapit Napoléon Maforican que cette participation au finish des démocrates va relancer la question du taux de participation. Pensez-vous que c'est effectif ou justifié cette manière d'analyser les choses? Vous savez, moi, j'ai aucune envie de me cristalliser sur la participation du Parti des démocrates. C'est un parti comme tout autre. C'est-à-dire que ne me donnez pas le droit de faire valoir le dernier de la classe en disant « Ah, alléluia, le dernier de la classe est là ». Non. Pour moi, je trouve que le Parti des démocrates a été créé et a contribué à ternir l'image de notre démocratie. Par des affirmations péremptoires, par des accusations à tout va, par une sorte de victimisation
disons, à l'excès. Hein, et j'estime que nous n'en avions pas besoin. C'est des amis, il y en a dedans. Mais j'estime. Moi, je suis un citoyen bénin. Je dis, moi, je suis fier d'être béninois. Et rien que cette fierté veut dire quoi? Même si je suis victime de quelque chose aujourd'hui, je me dis, soit le temps me donnera raison, soit il donnera raison à la génération. Mais la joie future. retrouvée, Mais, la joie retrouvée peut amener des gens à s'intéresser au scrutin du 8 janvier. Pour moi, les actes qui ont conduit à des situations, les situations qui ont conduit ce dimanche 28 avril à Parakou 2019, vous ne voulez pas que je valide ça. Je vous ai passé dans certaines régions du pays. On peut pardonner, dirait à l'autre, il ne faut jamais oublier. Des gens violentés, des maisons brûlées, des forces de l'ordre agressées. Oui, des sociétés vandalisées aussi. Des sociétés vandalisées. Donc, des gens traumatisés à jamais et des décès, hélas. Ces situations, on ne peut pas les oublier demain, parce que le Parti des démocrates va aux élections. Et pour moi, l'analyste, le refus des partis FCBE et la littérature de guerrière qui a suivi, tout ça a donné lieu à cette ambiance. Et ce qu'on doit saluer aujourd'hui, on va joyeusement en fait, c'est vraiment de montrer que ce qui était derrière tout ça n'était pas les textes. Les textes n'ont pas évolué outre mesure. Mais on fâche aujourd'hui avec la joie. Il s'agit simplement que certains mettent de l'eau dans leur moulin et dans leur vin. Et surtout, que des gens s'écoutent. Le point d'ordre, c'est le fait que des gens renient leur ceinture lors de ce comité paritaire à l'Assemblée nationale. J'ai dit, moi, à un moment donné, j'ai dit, je vais le répéter, je vais le leur répéter aussi longtemps pour qu'ils sachent que c'est ça qui nous a conduit. En 2021, pour la présidentielle, pourquoi on a eu les événements qu'on a eu? Mais là, c'est la loi qui a été appliquée. Mais pourquoi des gens vont penser que parce qu'ils vont parler aux élections, ils doivent traumatiser les autres? Alors, vous me parlez du taux de participation. Franchement, je ne pense pas. Pour moi, esprit électoral, ce n'est pas pour moi. D'autant plus que la loi ne l'a pas exigé. La science politique peut aller l'analyser. Le politique peut aller l'analyser. Moi, je ne l'analyse pas. Je n'en ai pas besoin. On n'en a pas besoin pour valider nos scrutins. Nous sommes un pays qui se met en place. Et comme je le dis, il n'y a pas une démocratie, il y a des démocraties. Le Bénin ne peut pas enfourcher la démocratie française, qui elle n'a enfourché aucune autre démocratie que la sienne. Et en Europe, aucun pays développé n'a enfourché la démocratie de l'autre. Je pense que nous devons travailler à asseoir nos pratiques. Et depuis 2016, le Bénin travaille à asseoir ces pratiques. Les réformes de 2018, les élections depuis 2019 ont permis de savoir que si vous faites la politique de la chaise vide, on ira aux élections. Parce que c'est nos textes. On ne peut pas donner du quitus au dernier de la classe, à ceux qui font du chantage sur la paresse ou à la paix. Et ça, moi je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas bâtir dans du désordre, dans l'amalgame, dans la compromission. Mais c'est normal de s'ouvrir aux autres. C'est normal de s'asseoir. C'est normal de parler. C'est normal de dialoguer. C'est normal de conduire des réformes et surtout des dialogues qui conduisent à des solutions de compromis. Et le dialogue politique national a conduit à cela. Alors, vous comprenez que les réformes de ce qui se passe aujourd'hui est la résultante des réformes faites, des retouches faites au texte après le dialogue politique. Et c'est ça qui nous a conduit aujourd'hui à cette situation-là. Donc, le taux de participation ne fait pas partie du dialogue politique, ne fait pas partie du code électoral, ne fait pas partie de la Constitution. Donc, il n'y a pas question de s'attarder là-dessus. Pour moi, là-dessus. c'est le dernier de mes soucis. Le Benoît qui veut sort pour aller voter, celui qui veut dormir dort, celui qui veut aller chanter chante, celui qui veut aller à l'église va à l'église. C'est un devoir civique à Agapit, n'oublions pas. Moi, je vote toujours. Je vote toujours. Là, je vote. Je trouve que aller voter est un devoir. Vous savez, le peuple dont on parle s'exprime en ce moment-là. Est-ce que vous vous considérez dans le peuple? Moi, je me considère comme une composante du peuple. Et c'est au nom de ça que moi, je vais voter. Toujours. Alors donc, si des gens se sentent concernés par les actes de décision, si les gens pensent que leur voix doit compter, c'est l'occasion pour eux d'aller mettre leur bouteille dans les urnes. Vous voyez, donc, moi, je n'ai
pas d'appréhension particulière. Je fais pas, il y a tout premier. Le premier acte que je pose les jours des élections, c'est d'aller voter. Parce que j'estime que c'est un acte sublime. C'est une chance inouïe d'avoir l'occasion d'aller voter. Et pendant que je suis encore sur mes deux pieds, je peux encore aller et venir librement. Et je suis heureux d'aller voter, je le fais fièrement. Et donc, je voudrais partager cette fierté avec les Béninois, ici et là, et leur dire, oui, si vous vous sentez comme moi, Béninois, fier de contribuer à la gestion du pays en donnant mandat à ceux qui doivent être candidats, c'est l'occasion d'aller voter. Mais moi, le taux de participation, c'est le dernier de mes soucis. Voilà. Loin de vous faire pronostiquer, mais je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Agapit Napoléon Bafouika, ce sera la dernière. La mouvance la mouvance a quand même un gros challenger devant elle avec cette participation. Vous savez, moi... Ça se dit que la bataille sera rude. Vous l'avez entendu aujourd'hui. Non. Vous savez, moi, oui, la bataille sera déjà rude parce qu'il y a... Pluralité. Il y a pluralité. Et ça, le citoyen aura le choix entre cette liste. Oui, cette liste. Bien. Mais c'est pour ça que la bataille sera vraiment rude. En deux listes, c'est déjà rude. Puis c'est l'un ou l'autre. Elle est déjà rude. Parce qu'il y a le vote nul. Même si la loi ne le passe pas, je peux en même temps me cacher sur les deux logos. J'annule mon vote. Donc, la bataille n'est pas plus rude aujourd'hui qu'hier. Pour moi, la bataille n'est pas plus rude qu'hier. Et si je dois aller plus loin maintenant, avec la campagne, on ira dans les détails. Beaucoup plus en détail. Regardez, qui a à perdre en réalité? Qui a à gagner? Il n'y a personne qui va perdre quoi que ce soit. C'est une bataille entre formation politique. Oui. Comme j'ai dit, si c'est pour exhiber Boni Yahi pendant la campagne, ou bien Boni Yahi même va dire, ah, ça c'est mon parti. C'est sûr qu'il y a des endroits du pays où Boni Yahi est encore populaire. Mais le vote ne se joue pas par endroit du pays. Le vote est national. Il y a le seuil de représentativité. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas parce que c'est Boni Yahi que le Parlement vote. Le Parlement, quelle est sa fonction? Voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Alors, Boni Yahi a déjà fait 10 ans au pouvoir. Il est maintenant médiateur à l'international. Donc, le projet de demain n'est pas Boni Yahi. Le projet de demain n'est pas Boni Yahi, n'est pas Nifisefo Soglo, n'est pas Mathieu Kérékou. Le projet de demain, c'est fini. Avec ces autres personnalités qui, à un moment donné, ont incarné le projet de demain, le Bénin de demain. Le Bénin de demain, c'est le projet que les parlementaires. Alors, la question que les électeurs doivent se poser, c'est la question de quel intérêt j'ai à changer de majorité. On connaît les partis de la majorité, on connaît les partis de l'opposition. Moi, je pense que ceux qui doivent redouter les derniers de la classe, c'est le parti des démocrates, c'est-à-dire ceux qu'on avait déjà compté sans eux, ils ont été repêchés. Ceux qui doivent compter avec leur arrivée subie, leur retour subit, c'est déjà l'opposition. Parce que c'est dans ce camp-là d'abord que ça va se jouer. Donc, c'est les partis d'opposition inscrits sur la liste. Ensuite, c'est les zones d'influence du président Yahi, éventuellement. Donc, voilà les premières analyses que moi je ferai. Et après, nous verrons bien. C'est pour dire que le jeu est ouvert, tout simplement. Moi, je pense que le jeu est ouvert. Ceux qui pensent que certains sont plus importants que d'autres, ils vont se rendre compte que le peuple est plus éveillé que d'autres, qu'ils ne le pensent. Et que ces élections-là. Moi, j'ai vu, j'ai analysé les élections, les gens disent que ça, c'est impossible. Comment il va faire pour. Et j'ai regardé les scores, des résultats. Et ça, je vais revenir là-dessus, dans d'autres décryptages, et surtout lorsque la campagne électorale sera lancée. Il y a des choses qu'on peut dire facilement, parce que la réveille au grain, on est un peu limité sur. Donc, mais je pense qu'il n'y a que le jeu ouvert. C'est heureux que cette fois-ci, ça se joue ainsi. Moi, comme je l'ai dit, en début, je vais finir peut-être par là. Franchement, c'est heureux, cette décision. C'est une décision historique. C'est une décision qui fera date. Mais peut-être pas, on ne le dit pas de la même manière quand on est parti des démocrates ou quand on est consultant comme je le suis. On ne le dit pas de la même manière. Mais c'est heureux que dans une manière ou d'une autre, de quelque côté on se situe, si nous sommes tous contents. C'est que la fête aura lieu. C'est que la fête aura lieu et que nos institutions, quelles qu'elles soient, elles peuvent peut-être se tromper, mais elles peuvent aussi nous donner de la joie au cœur. Et c'est cela que je voudrais laisser comme dernière idée à mes amis du Parti des démocrates, qu'ils sachent gagner comme ils le font aujourd'hui
mais qu'ils sachent également perdre si tant est que leur cause n'est pas juste. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Ainsi se referme ce décryptage. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre émission sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre page YouTube eTélé Bénin et sur iOS et Android eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.